La parole à Alexandre. Bonjour à toutes et à toutes. Alors, du coup, j'interviens en deuxième partie de cette journée à la suite du professeur d'Émilie pour vous parler des modalités de l'évaluation diagnostique dans la pratique clinique. Alors, je ne vais pas revenir sur ce que le professeur d'Émilie a déjà évoqué, le fait qu'il s'agit d'un trouble du neurodéveloppement. Concrètement, ce qu'il faut retenir en clinique par rapport à ça, c'est qu'à l'inverse des autres troubles psychiatriques, il n'existe pas de rupture à un état antérieur, à l'inverse des troubles psychotiques et des troubles de l'humeur, par exemple. Ce sont des difficultés qu'on retrouve de façon durable dans le temps. L'origine de ce trouble est multifactorielle, avec principalement en cause des facteurs génétiques, mais également la présence de facteurs environnementaux divers, notamment au cours de la grossesse, avec une physiopathologie qui est complexe, qui appartient encore au domaine de la recherche et qui est encore très sous-diagnostiquée et sous-traitée en France en particulier. Pour remettre les choses en perspective, c'est une prévalence qu'on retrouve de ce trouble chez l'enfant dans 5% des cas, c'est-à-dire chez un enfant sur 20. Autrement dit, à l'école, dans une classe, on retrouve souvent 1 à 2 patients TDAH, ce qui fait que c'est un trouble qui est loin d'être rare. Chez l'adulte, on le retrouve entre 2, 3, 4%. Dans quel contexte est-ce qu'on peut être amené à poser ce diagnostic du TDAH de l'adulte? Soit dans un cas de trouble déjà connu lors de l'enfance, puisque près de la moitié des patients TDAH enfants conservent ces troubles à l'âge adulte, soit dans le cas où ils n'étaient pas connus, pour différentes raisons, soit parce qu'ils n'avaient pas été bilantés, pas diagnostiqués, soit puisqu'il était bien compensé dans l'enfance, et notamment par l'entourage, la famille, soit c'est la question qu'a soulevée une étude de cohorte de 2015 néo-zélandaise, des formes peut-être de TDAH d'apparition tardive qui sont encore débattues aujourd'hui et sur lesquelles j'entrerai pas dans plus de détails. Alors, la première partie de l'évaluation clinique de ce trouble, comme le professeur Caroline Démilly a beaucoup insisté dessus, consiste en premier lieu par une évaluation rétrospective de l'anamnèse de ces troubles. Ceci impose une recherche donc des symptômes de TDAH dans l'enfance, à savoir que ceux-ci doivent être présents avant l'âge de 12 ans. Avant, à l'époque du DSM-4, l'âge était fixé à 6, depuis la 5e édition à 12. Dans l'anamnèse, on s'attellera à recueillir les informations concernant le déroulement de la grossesse, le développement psychomoteur, mais également le parcours scolaire, en essayant de récolter le plus possible d'éléments objectifs comme des appréciations, des bulletins de notes, éventuellement la mise en place d'aménagements scolaires. Le témoignage de la famille, de l'entourage, est très important pour cette évaluation également. De même que la recherche d'antécédents familiaux, puisqu'encore une fois, il existe une forte prévalence au premier degré chez les patients TDAH. Un outil psychométrique que je vous ai mis ici, c'est un questionnaire justement rétrospectif qui permet d'évaluer les troubles du TDAH dans l'enfance, sous forme d'une hétéroévaluation et que vous pourrez retrouver gratuitement sur Internet. Deuxième partie de cette évaluation, c'est l'évaluation clinique transversale, c'est-à-dire la présentation actuelle des symptômes. Alors, pour illustrer ce cas clinique, je vais réutiliser l'analogie du professeur Roland, ici présent, qui est celle de Gaston Lagaffe, qui constituera un peu le fil rouge de la présentation, puisque c'est un très bon exemple pour s'y référer et qui parlera à la plupart. Le TDAH se présente sous sa forme clinique par une triade. On note d'un côté l'inattention, l'hyperactivité et l'impulsivité. Au-delà de cette triade, on découvrira d'autres signes qui sont plus particulièrement présents chez l'adulte pour arriver à 3 présentations, 3 phénotypes différents. La forme avec inattention prédominante, la forme hyperactivité-impulsivité prédominante ou la forme combinée. Premier point de la triade, donc l'inattention. L'inattention, comment ça se manifeste? C'est par une difficulté à soutenir dans le temps la conversation. Ce sont souvent des patients qui ont du mal à se concentrer plus de quelques minutes, qui ont du mal à suivre le cours des conversations, parfois le fil de leurs propres pensées, de se concentrer quand ils lisent, quand ils sont au cinéma. Souvent, ils ne semblent pas écouter quand on leur parle. On dit d'eux souvent qu'ils sont dans la lune, on a l'impression qu'ils n'écoutent pas quand on s'adresse à eux. Ils se laissent facilement distraire par les stimuli externes,
quel qu'il soit auditif, que ce soit visuel. De ce fait, ils ne parviennent pas à prêter attention aux détails et commettent par conséquent beaucoup de fautes d'étourderie au quotidien, ainsi que d'oublis fréquents, de téléphone, de rendez-vous, d'affaires diverses, etc. Petite précision, plus qu'un déficit attentionnel improprement nommé, il s'agit en fait plutôt d'un défaut de modulation des capacités de l'attention. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que le patient est sur certaines tâches capable de se concentrer que ça élimine le diagnostic. En fait, on observe chez ces patients-là, à l'inverse, même des extrêmes d'hyperfocalisation sur certaines tâches. Si on devait essayer de représenter sous forme d'une courbe les capacités attentionnelles d'une personne non TDAH dans le temps, ça donnerait une sorte de courbe un petit peu comme une asymptote qui petit à petit décroît progressivement de façon physiologique. Chez le patient TDAH, c'est quelque chose, mettons, de plus sinusal, avec parfois à l'extrême des pics d'hyperconcentration. Deuxième partie de la triade, c'est l'hyperactivité. On retrouvera chez l'adulte une instabilité motrice, la bougeotte, comme on l'appelle dans les critères. C'est un patient, quand on le reçoit en consultation, qui ne peut pas s'empêcher de tripoter ses mains, d'avoir les mains occupées, de changer de position très fréquemment. Chez l'enfant, la symptomatologie est beaucoup plus bruyante et souvent on les repère facilement en pédopsychiatrie, ces enfants qui ne peuvent pas s'empêcher de grimper sur le bureau, sur les coudes et les genoux de leurs parents, voire de s'enfuir de la salle, de courir dans tous les sens, qui sont un peu plus stabilisés à l'âge adulte. On le reverra sur une prochaine diapositive. Ça se présente également par une difficulté à rester en place et discret, y compris quand les situations les obligent. Les cas particuliers, des réunions, des repas assis, des repas de famille ou des conférences au cours desquels on observera souvent des allers-retours fréquents qui sont souvent peu adaptés et peu efficaces, avec des mouvements de balancement sur leur chaise, par exemple, toujours dans le contexte de cette instabilité. Ça s'observe également sur la sphère verbale. C'est des personnes qui sont souvent bavardes. Elles sont toujours en action et elles entraînent une multiplication d'activités permanentes avec un besoin constant d'être occupées. S'ils le ressentent également de façon subjective, puisque souvent ils rapportent une difficulté à se détendre. Ils rapportent une sensation de nervosité, de tension interne, ce qui, à force, par conséquent, les mène à un sentiment d'épuisement. Troisième point à propos de la triade, c'est l'impulsivité. L'impulsivité en lien avec, comme on le disait tout à l'heure, le déficit d'inhibition. Concrètement, ça se représente par le fait d'agir trop vite, trop souvent sans réfléchir avec la prise de décision hâtive, responsable de conséquences non anticipées qui peuvent être regrettées a posteriori. On le remarque beaucoup dans les critères DSM au niveau de la parole. Ce sont des personnes dans les discussions qui ont tendance à couper la parole, à ne pouvoir s'empêcher de parler et dire ce qu'ils ont à dire, voire jusqu'à répondre avant la fin des questions qu'on leur pose ou finir les phrases des autres. Ce qui fait que socialement peuvent paraître parfois peu adaptés. Ils ont une tendance à interrompre, à être intrusifs, envahissants, de façon assez frontale et peuvent paraître parfois assez maladroits. Ils présentent toujours en lien avec cette impulsivité une intolérance à l'attente et au délai. C'est souvent des personnes qui ont beaucoup de difficultés à rester patients et de ce fait représentent un attrait pour la nouveauté et une intolérance à la nuit assez important. Au-delà de cette triade, on retrouve notamment deux autres signes. Pour commencer, les troubles des fonctions exécutives. Alors, ce ne sont pas des signes qui sont spécifiques à l'adulte, qu'on retrouve également chez les enfants, mais souvent dans une moindre mesure. Les troubles des fonctions exécutives, comment se manifestent? C'est par des difficultés d'organisation dans la réalisation des tâches, que ce soit pour les planifier, les organiser et les hiérarchiser, mais également pour les initier, les maintenir dans le temps et les aboutir. Par conséquent, il est souvent très difficile pour ces patients-là de se conformer aux consignes et de pouvoir travailler en équipe. Ce sont également des personnes qui ont beaucoup de mal dans la prise de décision par ce défaut d'organisation et d'hiérarchisation. Par ailleurs, ils ont également une mauvaise gestion et évaluation du temps. On observe très souvent des retards, que ce soit au rendez-vous, dans leur travail, pour rendre des travaux à rendre, avec une tendance à attendre la dernière minute pour effectuer certaines tâches, par défaut d'anticipation. Souvent, ces troubles-là, on les retrouve plus particulièrement chez l'adulte puisqu'ils sont compensés souvent durant l'enfance par les parents, par l'entourage, qui disent souvent à leur égard d'avoir l'impression de tout faire à leur place.
Lorsqu'il se retrouve adulte, en autonomie, seul, c'est à ce moment-là, du coup, que ça devient plus retentissant. Deuxième élément qu'on retrouve cette fois-ci plutôt chez l'adulte, c'est la dysrégulation émotionnelle, puisque de toute façon, par définition, en pédopsychiatrie, les enfants sont physiologiquement pas encore régulés sur le plan des émotions, qui se manifeste par une hyperactivité émotionnelle, c'est-à-dire par une explosivité de l'humeur, souvent labile et souvent peu appropriée en réaction au contexte, avec une propension en colère et une irritabilité, qui peuvent mener à une tendance à l'intolérance et à la frustration, une mésestime de soi, avec souvent des phases d'abattement, de découragement rapide et bref. Au-delà de ces différents signes cliniques, les personnes TDAH peuvent présenter des stratégies de compensation de leur déficit. Alors, ces stratégies-là, elles servent tout d'abord à limiter le retentissement du trouble. Le problème, c'est qu'elles peuvent rendre le diagnostic plus difficile. Par ailleurs, ces mêmes stratégies peuvent également revêtir une allure dysfonctionnelle. L'objectif, ce n'est pas de les lister toutes, puisqu'il en existe une infinité, simplement pour en évoquer quelques-unes. Pour commencer, pour les déficits attentionnels, c'est souvent des personnes, pour compenser, qui vont être très lentes pour effectuer leurs tâches, avec beaucoup de vérifications, souvent un excès de rigueur, de contrôle, de perfectionnisme, voire même, pour certaines formes, pouvant conduire à des évitements sociaux par incapacité à suivre les conversations et comprendre bien les situations. Pour ce qui est de l'organisation, ça peut être des personnes qui, à l'inverse, peuvent se montrer très rigides, ou qui, par exemple, peuvent beaucoup procrastiner, s'organiser à la dernière minute. Pour ce qui est de la part hyperactive, ça peut être des personnes qui peuvent avoir tendance à se disperser, à multiplier les tâches, se socialiser à l'excès en essayant de rechercher un environnement toujours plus stimulant, que ce soit par l'environnement ou par les stimulants comme le café, le tabac, le thé, etc. En stratégie d'automédication, dans le meilleur des cas, ils peuvent également recourir à une pratique du sport intensif, dans le pire à l'alcool ou au cannabis, pour essayer un petit peu de canaliser cet état d'excitation mentale. La différence en fonction de l'âge, pour conclure, entre l'enfant et l'adulte, c'est que chez l'enfant, c'est plutôt une présentation impulsive, hyperactive, qui sera prédominante. Je vous ai mis en illustration deux autres cas dans la fiction connus de patients TDAH, avec la forme infantile en haut et la forme adulte en bas. Chez l'adulte, on observe surtout une tendance à l'amélioration de l'impulsivité et de l'hyperactivité. L'hyperactivité ne se manifeste pas exactement de la même façon, elle aura tendance à être plus intériorisée, se manifester par un besoin de s'occuper, de bouger, voire même une hyperactivité cognitive avec un flux excessif de pensée. Chez l'enfant, on retrouvera très franchement l'instabilité motrice avec l'enfant qui court partie ou qui grimpe sur les meubles, qui est incapable de se poser. Les difficultés attentionnelles, en revanche, sont quant à elles beaucoup plus constantes avec l'âge. Et au-delà du trépied clinique initial, on retrouve plus particulièrement chez l'adulte, comme on le disait donc, le trouble des fonctions exécutives et la dysrégulation émotionnelle. Comme vous l'avez vu, il suffit donc pas d'avoir quelques difficultés à se concentrer et la bougeotte pour parler d'un TDAH. Il existe beaucoup d'autres critères cliniques pour ça. En pratique, quoi faire? C'est répondre aux critères diagnostiques du DSM-5. Alors, je ne vais pas tous vous les reciter, vous les retrouverez vous-même assez facilement. J'ai juste pris soin de remettre en rouge les petites spécificités qui sont réservées à l'adulte et vous verrez qu'il y a peu de distinction encore à l'heure actuelle qui se fait par rapport à celle de l'enfant. Ce sont les critères pour l'inattention. Il faut coter au moins 6 sur 9. Ceux pour l'hyperactivité et l'impulsivité, c'est pareil, il en faut au moins 6 sur 9. Avec, comme on le disait en première partie, la présence de symptômes avant l'âge de 12 ans. Et ce sera le point suivant, responsable d'une gêne fonctionnelle avec retentissement. Je vous ai remis à nouveau différents outils psychométriques qui peuvent être utilisés pour l'évaluation clinique des troubles. La première, la SRS 1.1, est un outil de repérage diagnostique validé par l'OMS qui consiste en un auto-questionnaire. La deuxième, la DIVA-2, elle, est basée sur les critères diagnostiques du DSM-5 sous forme d'un entretien semi-structuré. Ce n'est pas la seule qui existe, il en existe plein d'autres comme la CE+, par exemple, mais la DIVA 2.0 est une des plus utilisées. J'ai mis également, pour ceux que ça intéresse, une échelle de dysrégulation émotionnelle.
Troisième partie donc, l'évaluation de retentissement, puisque comme dans toutes les autres pathologies psychiatriques, quand il n'y a pas de retentissement, il n'y a donc pas de trouble de pathologie. Les critères diagnostiques stipulent qu'il est nécessaire que le retentissement soit présent dans au moins 2 domaines de l'existence de la personne, à commencer le retentissement familial, social et relationnel, qui peuvent parfois être mis en difficulté du fait des différents symptômes, comme l'impulsivité, comme les troubles de l'attention, de concentration. Au niveau scolaire également et professionnel, les études montrent que les patients TDAH présentent un niveau d'études plus faible et un taux d'emploi plus faible que la population générale. Ça peut être le cas dans les cas de licenciement, d'abandon de poste ou de changement d'emploi fréquent. Également pour les aptitudes à la vie quotidienne, pour la réalisation des tâches du quotidien, comme les règles d'hygiène diététique de base, le fait de pouvoir faire ses courses, faire à manger, etc., ce qui n'est pas toujours évident et pas toujours possible quand les troubles sont parfois très retentissants. Également le retentissement personnel, c'est-à-dire lié au concept de soi-même, la souffrance que cela peut induire, la mauvaise perception avec un sentiment de découragement, de frustration et d'insatisfaction. Enfin, les conduites à risque en tout genre, qui peuvent se manifester par des excès de vitesse, des accidents domestiques, des troubles addictifs, des difficultés avec l'autorité, voire des conduites sexuelles à risque ou encore des achats impulsifs. Encore une échelle qui est utile pour évaluer ce retentissement des troubles. Alors, elle existe en 2 versions différentes. Souvent, c'est intéressant de pouvoir passer les 2. Tout d'abord sous forme d'auto-évaluation, c'est-à-dire que c'est le patient lui-même qui coche les différents critères, mais également qui peut être évalué par l'entourage. L'idéal, c'est d'essayer de multiplier le nombre de sources possibles par la famille ou les personnes proches. Quatrième partie, c'est l'évaluation des comorbidités, puisque comme on le disait en première partie de cette journée, les patients de TDAH présentent un taux très important de comorbidité, qui est, toute comorbidité confondue, de 75%. Tout d'abord, les troubles anxieux, quels qu'ils soient, qu'on retrouve chez près de la moitié des patients TDAH, de même que les troubles de l'humeur qu'on retrouve chez 1 patient sur 5. On retrouve chez les patients TDAH au moins un antécédent chez 1 patient sur 5 d'épisodes dépressifs caractéristiques sévères, avec un risque suicidaire qui est plus élevé que la population générale, du fait notamment de l'impulsivité. Le trouble bipolaire, également présent dans 20% des cas, et des troubles de la personnalité largement présents, plus particulièrement le trouble borderline et le trouble antisocial. Il est d'autant plus important de pouvoir évaluer les 3 premiers troubles, puisqu'ils peuvent nécessiter des ajustements thérapeutiques, que ce soit le trouble anxieux, l'épisode dépressif et le trouble bipolaire, nécessitent d'abord d'être stabilisés avant d'envisager la mise en place d'un traitement par méthylphénidate. Les conduites addictives, par ailleurs, qu'on retrouve pour commencer au niveau des toxiques, avec en premier l'alcool et cannabis. On retrouve en effet un abus d'alcool chez près de la moitié de ces patients-là, avec une dépendance en plus de 20%, avec certains utilisés en automédication comme stratégie de compensation de leurs troubles, soit par le cannabis ou l'alcool, soit également par des drogues stimulantes comme les amphétamines ou la cocaïne, qui ont chez ces patients l'effet paradoxal qu'on connaît, d'au lieu de les stimuler, plutôt de les canaliser et de les poser. Ce n'est pas un signe qui est spécifique et qui n'est utilisé en diagnostic, mais c'est quelque chose qu'on observe de façon assez fréquemment. À côté des toxiques, évidemment, les addictions comportementales diverses, les jeux vidéo, Internet, les réseaux sociaux, etc. Les troubles de l'alimentation, qui sont souvent assez fréquents, pouvant aller parfois jusqu'à d'authentiques troubles du comportement alimentaire, et en particulier les troubles boulimiques et hyperphagiques, ce qui peut être assez intéressant quand on envisage un traitement par méthylphénidate, ce qui l'est moins dans les cas d'anorexie mentale. Les troubles du sommeil, également très fréquents, chez 60 à 80% des patients. Comment est-ce qu'ils se manifestent? C'est par des retards d'endormissement, des réveils nocturnes multiples, une somnolence diurne excessive chez près de la moitié de ces patients-là, avec un décalage de phase et une propension à un rythme plutôt nocturne de ces patients. Les autres troubles du développement, on en a discuté déjà en première partie, le trouble du spectre autistique, qui, depuis le DSM-5, permettent de poser les 2 diagnostics en même temps, ce qui n'était pas le cas à l'époque du DSM-4, où les 2 étaient exclusifs. Pour terminer, les troubles des apprentissages, qui sont plus particulièrement fréquents chez l'enfant, mais qui peuvent toujours persister à l'âge adulte, en particulier le langage écrit, oral, et l'exemple de Gaston Lagaffe parle bien à ce niveau-là, de la coordination.
Passons au diagnostic différentiel. Alors, tout d'abord, les diagnostics différentiels somatiques. Je ne vais pas tous les énumérer, mais pour en citer les majeurs. La dysthyroïdie, l'anémie sévère. En cas de doute diagnostique, évidemment, pensez à faire un bilan sanguin. Des cas de déficience intellectuelle ou à l'inverse d'eau potentielle qui peuvent parfois passer pour des fausses phénomènes d'inattention. Les diagnostics également neurologiques comme les épilepsies, en particulier absence, les traumatismes crâniens et les cas de commotion cérébrale, et bien sûr les déficits sensoriels de type surdité, hypoacousie. L'épilepsie étant d'autant plus important à éliminer que quand on envisage encore une fois un traitement par méthylphénidate, ceci constitue une contre-indication si le trouble n'est pas encore bien régulé. Également les iatrogénies. Alors, d'un côté, les médicaments pourvoyeurs d'émoussement cognitif, comme les régulateurs de l'humeur ou les anticholinergiques, ou à l'inverse, responsables d'une activation psychomotrice, comme notamment les corticoïdes. Cette fois-ci, plutôt pour les psychiatres. Alors, en particulier, 3 troubles à savoir distinguer du TDAH qui peuvent parfois se confondre, puisqu'ils représentent pour le trouble bipolaire la personnalité borderline et la personnalité antisociale, les caractéristiques communes de dysrégulation émotionnelle et de comportement impulsif. Le trouble bipolaire, ce qui permettra très franchement, au-delà des caractéristiques cliniques de trancher dans certains cas, c'est l'évolution des troubles, puisque dans le trouble bipolaire, on retrouve des épisodes de décompensation qui marquent une rupture avec l'état antérieur, avec une évolution cyclique des troubles, ce qui n'est pas le cas dans les cas du trouble du neurodéveloppement. Pour ce qui est des 2 autres troubles de personnalité, alors eux, cette fois-ci, sont des troubles qui ont tendance à plutôt s'installer dans le temps. Donc, ce n'est pas tellement la temporalité qui pourra nous aider le plus, c'est plutôt les critères diagnostiques. Bien qu'ils peuvent être comorbides, il y a 20% des patients TDAH qui présentent une comorbidité, notamment borderline. Ce qui est caractéristique des borderline et qui ne l'est pas du TDAH, c'est le sentiment d'abandon avec les efforts réfrénés pour éviter, la répétition de comportements suicidaires et d'automutilation, le sentiment chronique de vide avec l'instabilité de l'image de soi et la survenue d'idées persécutoires, voire dissociatifs en cas de stress aigu. Pour le trouble de la personnalité antisociale, on retrouve plus spécifiquement chez eux les troubles de la cognition sociale avec l'absence de remords, de responsabilité et d'empathie, avec bien sûr la répétition de comportements répréhensibles par la loi, d'agression, de bagarre, etc. Le trouble anxieux généralisé, qui dans certaines formes peut également parfois porter à confusion, puisqu'on retrouve également dans ce trouble-là une agitation avec des difficultés de concentration, une irritabilité des troubles du sommeil, ce qui permet vraiment de trancher entre les deux. Ça revient aux troubles de l'humeur, c'est l'anamnèse et l'évaluation rétrospective des troubles. Les examens complémentaires. Alors, à ce jour, il n'existe pas d'examen complémentaire à visée diagnostique. Ni les données de l'électroencéphalographie, ni de l'imagerie, ni de la biologie ne sont aujourd'hui suffisamment spécifiques pour permettre d'établir un diagnostic positif. Il en est de même pour les tests neuropsychologiques, dont les résultats sont finalement assez hétérogènes chez ces patients et qui donc ne peuvent pas être utilisés pour poser le diagnostic de TDAH. Toutefois, il peut être toujours intéressant de les réaliser afin de préciser l'indication d'une remédiation cognitive qui participera à la prise en charge. Ensuite, bien sûr, pour finir, les examens pré-thérapeutiques, le poids, en raison de l'effet hyporexigène du méthylphénidate, l'électrocardiogramme. En cas de doute sur l'électrocardiogramme ou d'anomalie à l'examen clinique, ne pas hésiter à demander un avis cardiologique avec une échographie transthoracique. Et bien sûr, les constantes avec la tension et la fréquence cardiaque, puisque les anomalies cardiovasculaires sont des contre-indications. En résumé, le diagnostic de TDAH de l'adulte est donc clinique. Il est basé tout d'abord sur le recueil rétrospectif du développement dans l'enfance, en premier lieu. En deuxième lieu, le recueil des symptômes actuels se basant sur les critères du DSM-5 ou de la CIM-10. Le retentissement fonctionnel, l'évaluation des comorbidités et enfin l'élimination de diagnostics différentiels qui pourraient mimer une symptomatologie commune. Il est important de pouvoir multiplier les sources, et notamment celles de l'entourage, pour mieux cerner comment était le patient lorsqu'il était plus jeune et de l'importance du retentissement actuel.
Il n'existe pas à ce jour d'examen complémentaire systématique à visée diagnostique et bien sûr, il est recommandé de pouvoir utiliser des outils psychométriques afin d'essayer de chiffrer un petit peu les données. Bon, ça c'est la même chose que j'expliquais mais sous forme d'un schéma. Une trousse d'évaluation diagnostique assez utile pour le TDAH, c'est celle qui est proposée par la CADRA. La CADRA, c'est la Société canadienne de ressources sur le TDAH qui fait partie avec la NICE des recommandations internationales, qui propose autant pour l'enfant que pour l'adulte une trousse d'évaluation très complète avec différentes échelles psychométriques, différents formulaires à remplir, de données à recueillir, y compris du développement, avec toutes les recommandations sur le suivi avant, après traitement, accompagné d'informations à donner aux patients sur l'entourage, etc. C'est très complet, c'est très exhaustif, et quand on ne sait pas trop quoi faire, c'est un outil qui est très utile, qui est disponible gratuitement sur Internet. Je vous ai mis le lien, il suffit de taper dans le pire des cas CADRA sur Google pour trouver. Voilà les différentes ressources que j'ai utilisées principalement pour réaliser cette diapositive, et je vous remercie pour votre attention.